son of a bitch. Ma jolie poulette. In 3D. Bonjour chers clients et bienvenue à cette 5e épisode. Steph, on a passé le mois de novembre, on arrive en décembre, mister. C'est pas mon mois préféré dans la vie en général, le mois de décembre, mais au Super Club Vidéo Gore, on a toutes sortes de films qui font hommage au mois du Père Noël. J'ai l'impression que je vais y goûter ce mois-ci grâce à mon grand chum Steve. Mais bienvenue aux clients, comme Steve a si bien dit. Puis merci d'être là en si grand nombre. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. On est très contents. Ça veut dire qu'on va rester ouvert encore longtemps. C'est la réception qu'on a depuis le début, c'est incroyable. Et tu vas voir des bons films de Noël. On va faire écouter de bons films de Noël. Quand Steve dit bon film, je pense qu'il parle en latin, là, puis ça veut dire d'autres choses. Ça, c'était du latin. Donc, aujourd'hui, plein de choses incroyables. En fait, on va avoir Anouk Wissel de Roadkill Superstar qui va venir nous parler de Wake Up. En fait, à RKSS, on sorti 2 films en même temps et on voulait comme faire une attention à un film cette semaine et peut-être dans une autre semaine parler d'un autre film. On veut parler de Wake Up avec Anouk. RKSS, c'est une boîte de production qui est assez populaire ici. Turbo Kid, Tie-Man, qui est bien connu. Pas Tie-Man, excuse. Pas du tout. Bagman. Bagman. Je m'en vais avec Tie-Man, moi. Puis Christophe, il va être là cette semaine aussi. Oui, Christophe va être là avec son acolyte, comme toujours, Steve de Revue. Ils vont nous parler d'un film de 1979. Quand même, hein? Une décennie qui manque d'amour un peu parfois. Il y a tellement des bons films en plus en 1979. Qu'est-ce que tu as regardé, mon Stéphane? J'ai regardé Violent Night, un cadeau de Noël qui date de 2022 de la part de Steve que j'ai pas osé déballer. Et je vais vous parler de ça tantôt dans le cadre de Regarde-moi ça. Tu l'as regardé, mais tu l'as pas déballé. Je l'avais pas déballé avant cette année, en fait. Il a passé un an bien emballé sur ma tablette. Voilà. Et moi, je continue à regarder Les Mimiques dans mon film en série. En fait, j'ai écouté le premier et là, je fais quelque chose de spécial. Je vais vous parler de Mimiques 2 et 3 en même temps parce que ça vaut pas la peine de passer 2 semaines à parler de ces 2 films-là. Ça a l'air bon, Mimi. C'est aussi bon. En fait, c'est moins bon que chez Anorak. Peux-tu parler d'Anorak? Anorak, brasserie. Écoute. Une autre journée, puis tout le temps le même refrain à toutes les fois. Boss, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Boss, ma suspension est brisée, j'ai besoin de cash. Boss, il fait frais dans le backstore, je peux-tu sortir? J'ai compris, ok? Moi, c'est toujours ça, vous deux. Allez chercher les arrivages tout de suite, ça fait tellement longtemps qu'ils sont là qu'ils commencent à sentir le moisi. Toujours sympathique, notre gérant, c'est le fun. On est chanceux quand même, parce que si c'était pas de lui et sa bienfaisance, on n'aurait pas de job. Mais les arrivages, on s'en occupe. Attention! Attention, ça coûte cher. Là. Ouais, en plus, il y en a d'en avoir beaucoup. Il y a quelque chose qui dépasse une enveloppe. Ouais. Je te laisse ouvrir ça, mon Steph. OK. Ça, c'est l'avantage de travailler dans un club vidéo. On a accès à tout le stock avant nos clients, quand même, puis on peut le pré-filtrer, puis si c'est pas bon, on le met dans les vidanges. Par contre, là, on ne mettra rien dans les vidanges, parce que c'est la plus récente revue de Fangoria. Il y a déjà des gens qui ont dit l'expression anglophone « print is dead ». L'impression, c'est mort. Je suis pas d'accord, parce que quand on regarde la quantité d'amour que les gens chez Fangoria mettent dans leur revue, on se rend compte que c'est complètement faux, que c'est mort. En fait, ça n'a jamais été plus beau que ça. Tu sais, les Fangoria des années 80-90, c'était quasiment papier journal. Là, c'est vraiment de qualité extraordinaire. Puis les films couverts là-dedans, là, ça a l'air d'être quelque chose quand même. Tu vois, moi, j'ai un amour aveugle envers Fangoria. Fait qu'ils peuvent faire n'importe quoi, puis tu vas être content quand même. Exactement. Écoute, j'ai une collection de Fangoria. Il m'en reste, je pense, à peu près 20 pour finir la collection. Et je l'ai souvent dit dans le passé, quand on faisait les Chevaliers, c'est que je veux pas aller sur eBay
toutes les commander puis finir ma collection. J'aime ça quand je vais dans des conventions chercher à gauche, à Tu droite. fais du hunting. Oui, donc je suis très content qu'on rajoute ce nouveau Fango. Je vais le mettre de côté, ouais. je ne veux pas l'abîmer. Effectivement, il ne faudrait pas l'abîmer. Ah, check les practicals là-dessus. C'est mec. vraiment... Vraiment, là, c'est magnifique. Autre chose... Oh! Film que je n'ai pas vu. Est-ce que tu as vu, Stéphane, The Last Voyage of the Démenté? The Last Voyage of the Demeter, non, je ne l'ai pas vu. Par contre, c'est un flop au box-office, malheureusement. Ceci dit, j'ai entendu que des bons commentaires jusqu'à maintenant. Donc, je ne sais pas si vous êtes en accord avec ça, là, chers clients. Mais apparemment que c'est excellent, du début à la fin. Très sinistre. Puis c'est un film qui va quelque part de différent avec les histoires de vampires. Écoute, la bande-annonce était écœurante. On passe, on se dépêche un peu. C'est correct, ça. Stay alive. Stay Alive, j'ai aucune idée c'est quoi. Pourquoi? Ah, ça a l'air d'un asti de film des 90s encore. Là. Ah, puis c'est le director Scott. Hein? Parce qu'il y avait un directeur sur ce film-là, excusez. C'est avec Joe Foster, Sophia Bush, Frankie Muniz. Frankie Muniz, il jouait dans Spy Kids, si je ne me trompe pas. Puis je me trompe peut-être. Anyway, on a déjà trop parlé. Et là, j'ai une commande spéciale que j'ai moi-même commandée. C'est pour ça qu'il est spécial, parce que Steve est spécial. Tu sais, tout le monde connaît ce petit calepin-là. Je le trouvais drabe et poche un peu. Il est drabe et poche. Fait que je me suis commandé un beau nouveau petit calepin de David Hasselhoff pour pouvoir écrire les films. Salut tribu d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Aujourd'hui, en ce 1er décembre, il y a un total de 55 films qui sont sortis, dont voici les highlights parmi ceux-ci. Premièrement, en 1944, on a House of Frankenstein, qui est le 6e dans la série des Frankenstein de la Universal. L'histoire se déroule après Frankenstein meets the Wolfman, où un autre scientifique veut faire revivre la créature du Dr. Frankenstein. Dans celui-là, le monstre est joué par Glenn Strange, puis le scientifique par Boris Karloff, l'acteur qui a interprété la créature dans les 3 premiers films de la série. C'est vraiment pas le meilleur, mais c'est quand même le fun de voir Dracula, l'homme-loup, puis la créature de Frankenstein être réunis dans un seul et même film. Ensuite, en 1988, on a Witchery, qui est un film italien de Fabrizio Laurenti qui se passe dans une maison sur une île qui aurait été habitée par une sorcière. C'est pas full excellent, mais je le mentionne parce que ça met en vedette Linda Blair et, Steve va être content, David Hasselhoff. Pour vrai, c'est pas mal la seule raison de regarder ce film-là. Ça, puis parce que ça fait techniquement partie de la série des Evil Dead. Parce que le film en Italie s'appelle La Casa 4 et les films Evil Dead, ça s'appelle La Casa. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire en sorte que ça faisait partie de cette série-là parce que ça l'a sweet fuck all le rapport. Mais c'est quand même un petit fun fact à mentionner. Ensuite, en 1989, on a Dead Spa. Revue en a parlé dans le premier épisode du Spy Club Vidéo Gore dans le segment L'année de l'horreur, donc je m'éterniserai vraiment pas. Mais je voulais au moins vous dire que c'est aujourd'hui, en 1989, que l'excellent Dead Spa est sorti. Ensuite, toujours en 1989, on a Phantom of the Mall, Eric's Revenge, qui est un slasher que j'aime quand même beaucoup. Je l'ai regardé pour la première fois l'an passé avec des chums, puis j'ai trippé tout le long. C'est simple, on prend le concept du fantôme de l'opéra, puis on transpose ça dans un centre d'achat. C'est rien de wow, mais personnellement, c'est un film qui m'a beaucoup surpris tellement c'était le fun. Pour vrai, si vous voulez un petit slasher léger pour initier vos enfants à ce sous-genre-là, ben Phantom of the Mall peut être un très bon choix. Ensuite, en 1991, on a Prom Night Cat, Deliver Us from Evil, qui est le 4e dans la série des Prom Night, qui comprend 4 films et un remake. Cette entrée revient un peu au concept du premier film et laisse tomber l'histoire de Mary Lou Maloney qui avait été introduite avec le 2e film. Honnêtement, je me souviens de l'avoir vu, mais je me rappelle aucunement de ce qui se passe dedans. Je suis allé voir sur mon profil Letterboxd, puis j'ai vu que je lui avais donné 3 étoiles sur 5. Fait que I guess que c'était pas si pire que ça. C'est donc tout pour aujourd'hui. Merci les tripeux, à la prochaine et back to you Steve et Stéphane! Là, attends, wow. Là, j'aime bien Daniel, mais tu peux pas m'interrompre durant que je parle de David Hasselhoff. Mais je te pardonne, parce qu'il a parlé Witchery avec David Hasselhoff. Lâche-moi avec David Hasselhoff. Daniel, interromps-le encore. Si tu veux faire une autre aujourd'hui dans le monde de l'horreur, tu peux le partir maintenant, s'il vous plaît. Je vais juste recopier mes notes durant que... Oh non!
OK, on va parler des films de la semaine quand même. House of Frankenstein, qui est un film, c'est un film avec Boris Karloff, là, qui est de l'époque de la Hammer. Moi, j'ai pas beaucoup de référents au niveau de la Hammer. Je sais pas si tu es un fan de cette époque-là, Steve. Je suis occupé. Mais Karloff était partout dans ces années-là. Witchery, apparemment, comme Daniel disait, ça fait partie du monde d'Evil Dead. Ouais, ben c'est parce que ce qui arrive, c'est C'est qu'en large en Italie, maudit, ça, là. en Italie, ils ont sorti Evil Dead comme la Casa, après la Casa 2, la Casa 3, la Casa 4. Écoute, ça finissait plus. Et ils ont comme rajouté des films à la saga Evil Dead. Ça n'a aucun rapport. Non, ça m'étonne pas. Ouais. Au club vidéo, ici, on a The Witchery qui est en double feature avec Scream, dans une affaire de Scream Factory. Mais, Cherche-le pas, s'il te plaît. Ça, c'est des plans pour qu'il le trouve. Phantom of the Mall, j'ai aucune idée c'est quoi ce film-là, mais la pochette était écœurante. Puis j'aime bien comme McDan en a parlé, tu sais, quand il mentionne que c'est un bon film d'intro pour introduire vos enfants à l'horreur. Ça, c'est être des bons parents. Hein? Ayez pas peur. Moi, comme j'ai dit il y a 2 semaines, mon fils Thomas, il m'a demandé s'il pouvait regarder Cannibal Holocaust. Puis j'ai dit oui sans consulter sa mère. J'ai pas reparlé à sa mère depuis ce temps-là. C'est sûrement un hasard. Et Prom Night 4. Hein? Donc, c'est 2 plus loin du film qui m'a foutu la chienne. Mais pas du film, mais de la bande-annonce. Hello Mary Lou, Prom Night 2. Prom Night 4, j'ai aucun référent, mais j'ai vu cette pochette-là, au Club Vidéo Carnaval à maintes reprises. J'ai vu la pochette, puis asti, je trouve qu'elle est poche. Puis ça représente bien l'horreur des années 90, à mon avis. ouais, quand même une bonne journée, par exemple. Une journée Oui, quand même variée, sympathique. très variée aussi. Exactement. Fait que, bon, Steph, après la pause, on reçoit notre première cliente du mois de décembre, Anouk Wissel de RKSS. Très cool. Chers clients du Super Club Vidéo Gore, je m'adresse à vous. Si vous aimez vos 2 commis et leur gérant et désirez que tout le monde garde son job, c'est simple. Votre soutien est le meilleur cadeau que vous pouvez nous offrir. Rendez-vous sur nos différentes pages de médias sociaux comme YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous au Super Club Vidéo Gore. Activez les notifications et mettez un beau petit pouce bleu sous nos publications. En plus, on est sur Spotify. Un petit review rapide, 5 étoiles et vos commentaires et le tour est joué. De cette façon, le Super Club Vidéo Gore va survivre bien plus longtemps que notre concurrence. Des tonnes de copies? Pfff! Laissez faire ça et venez nous voir. Chez nous, il n'y en a pas de frais de retard. Est-ce que tu es un fan de RKSS, mon Stéphane? Non. En fait, c'est pas que je suis un fan ou pas, c'est que j'ai jamais vu les films d'RKSS. Je pense que je vais en être un maintenant. Parce que Wake Up, j'ai regardé le synopsis, j'ai regardé la bande-annonce aussi. Puis ça a l'air d'être tout ce que j'aime d'un film d'horreur. Hein? On s'entend que c'est une production locale en plus. Hein? Fait que c'est des gens de chez nous qui ont travaillé là-dessus. Puis je trouve que le concept est écœurant. Cette semaine, au Super Club Vidéo Gore, on a un setting assez différent qu'on a à notre habitude. D'habitude, nos clients viennent nous voir directement au Super Club Vidéo Gore. On est content de les recevoir. On leur offre leur carte de membre. Mais imagine-toi donc que le gérant a décidé de couper dans le budget encore une fois. Apparemment qu'on a passé près de ne pas se faire payer cette semaine. Oh. Donc, ouais, mais là, écoute, je te l'apprends en grande primeur. D'ailleurs, j'en profite pour m'ouvrir une bière parce qu'on est dans le backstore cette semaine. Ben oui, effectivement, puis on est comme caché, là. Il fait noir, il n'y a pas d'électricité présentement. Fait que... Exactement. À part, je sais pas comment tu roules. Ah, c'est sûrement ta batterie de ton laptop, c'est ça? Oui, c'est exactement, c'est la batterie du laptop que j'ai rechargée à même ma voiture électrique. Ton char partira pas tantôt. C'est exactement ça. Ah, écoute, Steph, je suis extrêmement content de recevoir notre client de la semaine, notre cliente de la semaine, je dirais. En fait, tout le monde, la plupart des gens, en fait, la connaissent sous une personne qui fait partie du collectif de Roadkill Superstar. Moi, je la connais depuis son travail à Toon Boom back in the day, genre il y a 20 ans. Anouk Wissel. Comment ça va, Anouk? Ça va bien, vous autres? Ça va très bien. Ça rappelle regarde des nos souvenirs, jobs. ça. On Ouais, c'est regarde ça. Oui, nos jobs une ça, semaine oui. de plus. On est très contents, effectivement. Félicitations. Merci. Écoute, Anouk, allons. On n'a pas grand temps là, pour se jaser, mais on pourrait jaser pendant des heures et des heures. Cette année, vous avez eu pas un, mais 2 films qui ont vu le jour dans les festivals. Je veux qu'on s'attarde à Wake Up, qui est un film surprise, en fait. Personne avait vraiment entendu parler de ce film-là. Tout le monde attendait We Are Zombies. Mais là, Wake Up est apparu. Tout le monde a fait comme « Holy fuck, qu'est-ce que c'est ça? » Tu peux-tu nous parler du film, en fait?
Ouais, c'est ça, c'est un peu fou parce que dans le fond, pas longtemps avant qu'on commence le tournage de We're Zombies, on a été approchés pour ce projet-là, puis ça a démarré vraiment vite. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu un peu les réponses, puis directement après on a fini le tournage de We're Zombies, on a fait un peu de montage, puis on a été comme, il a fallu qu'on parte en Espagne pour aller tourner Wake Up. Wake Up, c'est autant les War Zombies c'est comme un peu plus comme une comédie. Wake Up, c'est plus sérieux. C'est un slasher, genre de slasher dans les temps modernes. C'est une gang de jeunes activistes, dans le fond, qui décident d'aller faire un peu un coup dans un magasin à grande surface de style Ikea pendant la nuit. Sauf qu'il y a un garde de sécurité qui est un peu instable, dans le fond, puis qui est amateur de chasse primitive, qui va les prendre un peu en chasse. Donc, c'est ça. C'est un peu Ouais, c'est ça. la Dans le fond, prémisse c'est un genre de huis clos avec des social justice warriors qui sont pris captifs comme des rats dans une cage, dans le fond. Tu sais. c'est un peu ça. J'ai adoré la bande-annonce, honnêtement. Là. Juste le mood de ce film-là, ça a vraiment l'air d'un sale trip. Là. Oui, oui, ben c'était important pour nous. Puis c'est déjà dans le script qui nous avait été proposé, déjà c'était excitant là, toute l'idée de justement la chasse dans un magasin. Il y a comme c'est un peu style Ikea, donc il y a comme des meubles, il y a des trucs que tu peux utiliser comme des armes. Mais nous aussi, on a voulu venir ajouter comme une touche, notre touche personnelle un peu là-dedans aussi, puis une touche visuelle forte. Puis on a vraiment été inspiré justement par les personnages, tout ça. On voulait qu'ils soient crédibles, on voulait qu'ils soient cool aussi, la gang de jeunes activistes, puis qu'il y ait comme eux-mêmes, leur image est importante aussi. Sont là, ils font comme leur action sur Internet aussi, un peu pour. Oui, ils ont une cause noble à défendre, mais aussi, ils sont là aussi un peu pour avoir du plaisir, puis avoir des views sur Internet, puis. Donc, c'est ça. C'est un peu comme à plusieurs niveaux. Chacun des personnages ont leur propre motivation, mais ouais. Ils sont là aussi Et pour avoir du plaisir. tantôt, quand tu disais un slasher dans l'ère moderne, mettons, c'est quoi qui distingue un slasher classique d'un slasher dans l'ère moderne? Parce que j'imagine au niveau de la technologie, il doit y avoir des défis un peu pour rendre ça un peu plus crédible, puis un peu plus. Vous avez peut-être plus de difficulté à convaincre les gens que c'est difficile de sortir d'une situation de même, tu sais, avec les cellulaires de nos jours, des choses comme ça. Ben, c'est ça, c'est un vrai problème, en fait, quand dans tous les films d'horreur, dans tous les films de thriller, du moment que tu as des cellulaires, ben, on va appeler le 911, puis ça va être réglé, puis tout ça. Donc, mais c'est ça, ben, vous allez voir un peu comment on se sert de ça, parce que les autres, ils servent beaucoup de leur cellulaire à travers tout le film, même pour communiquer entre eux à travers Discord, mais ouais, je vais pas trop en dire là-dessus, mais les cellulaires ont leur raison d'être là-dedans, mais Et là, de qu'est-ce que je comprends, Wake Up, en fait, c'est un peu comme Summer of 84. C'est une commande pour les gens qui, à la maison, qui se demandent c'est quoi des commandes. En tant que réalisateur, producteur, des fois, tu écris tes propres films comme vous avez fait avec Turbo Kid. Mais là, Wake Up, vous n'avez pas écrit le film, vous êtes fait approcher pour réaliser le projet, en fait. ouais, c'est une boîte de production en fait qui avait un script c'est Alberto Marini qui est comme involved dans Rec, dans la Mhm. série Rec, tout ça. Puis dans le fond, nous on l'a lu. Puis quand on fait une commande, nous par exemple, c'est une commande, mais faut vraiment qu'on soit passionné par le projet quand même. Il faut que le script nous parle, faut qu'on ait le goût de le faire comme si on l'avait écrit dans le fond, là. Donc, c'est sûr, dans ce temps-là, c'est toujours un peu différent parce que quand on l'écrit, c'est sûr que là, on a notre ADN directement dès le début du projet. Tandis que là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on l'infuse à travers justement la réalisation. Des fois, on va aller aussi faire des petites corrections dans le scénario, faire des petits changements avec l'écrivain, d'ailleurs, il est tellement cool. L'écrivain Alberto Marini, on a adoré travailler avec lui. Puis donc c'est ça. Donc puis même ce projet-là, c'est un projet studio parce que c'est Studio Canal qui a embarqué pour la production. Donc c'était différent ça aussi. C'est une autre dynamique vraiment.
Ah, Mais c'est vraiment c'est très trippant. cool. C'est vraiment trippant. Mais tu sais, le concept est juste vraiment nice. Puis tu sais, c'est un huis clos à l'envers. Ça me fait penser un peu à Don't Breathe de Fede Alvarez, où est-ce que les gens entrent. C'est eux, dans le fond, qui devraient être les antagonistes, mais ils deviennent les protagonistes un peu par la force des choses. Tu sais. Ils deviennent captifs. Puis c'est à ça que ça me fait penser à première vue. Puis je trippe sur le concept. Puis tu parlais de colorimétrie tantôt, tu sais, puis de l'éclairage, puis du style ou de la touche, tu sais, que vous donnez, là, puis c'est ça qui m'a frappé le plus. Puis il y a un autre truc qui m'a frappé aussi, c'est le synthwave, là. Vous avez une bande sonore qui a l'air d'accompagner ce film-là, qui est extraordinaire. Puis Steve m'a parlé de Matos, qui sont des gens avec qui vous travaillez depuis longtemps. Tu peux-tu nous parler un peu des genres Ouais, d'artisans, là, de la musique derrière ben, tout ça? c'est ça, c'est que ce projet-là, c'est une commande, ça a été fait, ça a été tourné en Espagne, c'est une coproduction France-Espagne. À cause de ça, on nous donne un peu Restrictions. comme des restrictions, ouais. Ouais. Donc, pour les membres de l'équipe, tout ça, donc habituellement, on travaille tout le temps avec Jean-Philippe Bernier pour la direction photo. Là, on a travaillé avec un directeur photo français, Léo Instinct. Puis pour la bande sonore, ça a été la même chose. On a travaillé avec un compositeur espagnol, Arnaud Batale. Bataille. Je vais massacrer son nom de famille, je suis désolée. Puis donc, c'est pas notre compositeur habituel, c'est pas le matos, c'est un autre, mais encore une fois, un véritable plaisir de travailler avec Arnaud. On a travaillé ensemble, on lui a donné un peu comme nous, ce qu'on voulait que la bande sonore ait comme influence, comme tonalité. Puis lui, il a vraiment aussi amené son côté. Donc pour nous, c'est vraiment une collaboration tout le temps. Comme de la même façon, comme quand on travaille avec le matos, on a vraiment comme un échange. Puis on prend beaucoup aussi de leur feeling, mais c'est la même chose qu'on a fait aussi avec Arnaud. Donc je suis contente que la bande sonore t'ait plu, là. Nous, on l'adore aussi. Puis elle fonctionne vraiment bien aussi en festival. Donc c'est cool. Ça devait être quand même hyper stressant pour la simple et bonne raison que vous êtes tellement habitué de travailler avec JP depuis très longtemps que là, t'arrives dans un autre pays avec une autre équipe. Puis il y a du monde talentueux partout dans le monde, mais tu sais, quand tu es habitué de travailler avec les mêmes personnes, ça devait être comme un stress de plus là, pour vous autres. Oui, puis c'est un peu aussi dépaysant aussi. Il y a toujours la barrière de la langue. Comme Mm. toute l'équipe en principale principalement était une équipe espagnole avec des Catalans. Donc il y avait des gens qui parlaient catalan, des gens qui parlaient espagnol. On parlait tous un peu ensemble en un mélange de langues brisées, là, de langage brisé. Puis ouais, c'était spécial de justement comme découvrir, bâtir une autre relation complètement parce que avec le DOP, le directeur photo, c'est vraiment une relation faut vraiment que ça fonctionne bien. Il faut que la chimie passe, faut qu'on ait une vision qui est commune, faut que c'est ça. Donc, mais ça a été un plaisir. On a fait une belle découverte. Donc, ça a été intéressant de changer, justement, de changer de notre zone de confort parce qu'on a pu comme découvrir des nouveaux partenaires, là. Puis, ouais. Et là, bon, Wake Up est sorti en festival. Les gens de Montréal n'ont pas eu la chance de le voir à Fantasia. Il y en a qui sont jaloux, j'en suis sûr. Là, je présume que vous avez été à Sitges aussi. Vous avez été, je me rappelle plus trop où. Je présume que est-ce que le but, c'est de continuer encore pendant un petit bout la tournée des festivals ou tu ne sais pas encore parce que tu sais, c'est une coprod, fait que c'est eux autres qui gèrent tout ça, là. C'est ça qui est particulier. Vu que c'est Studio Canal aussi, ça fait que c'est un film studio. Ouais. Donc, on a moins d'informations. Un peu une fois que le film est comme lancé, eux autres, ils ont leur stratégie de marketing. Je sais que pour les festivals, c'était justement, mais eux, ils ont décidé, on a fait la première à Fantastic Fest. Mhm. Après, on a fait Sitges. Après, ils étaient comme, ah là, on a fait nos deux festivals, donc ils n'ont pas tant poursuivi les festivals, justement, les demandes de festivals, tout ça. Pour eux, c'était comme, on va le garder parce que là, on veut essayer de le vendre. Puis les distributeurs, eux, décideront les festivals qu'ils vont vouloir faire. Donc là, on est un peu dans l'attente de ça. On sait il va passer au PIF à Ah, c'est Paris en cool. décembre. Mhm. C'est la dernière nouvelle qu'on a eue, mais c'est ça. Donc nous aussi, on attend de voir là, quand est-ce que ça va sortir, quand est-ce qu'ils vont le vendre, puis les distributeurs qui vont
qui vont l'acheter puis qui vont le rendre public. On a hâte de voir Ben, en j'imagine, parler là, un peu plus. vous êtes comme dans un feeling de. Tu sais, oui, vous avez achevé un projet, mais il a comme pas été mis à jour encore. Fait que tu sais, ça doit être un drôle de feeling quand même en ce moment, là. Exact, oui. Exact. Mais ça a été le fun, par exemple, de justement qu'il puisse jouer en festival puis qu'on le lance quand même. Donc, pour nous, puis on était là, on a pu l'accompagner. Fait que c'était le fun de juste il est libéré, là, puis on a vu la réaction aussi du public. Fait que c'était très, très cool. Comment c'était Mais ça, le feeling de voir les gens réagir? Est-ce que c'est où est-ce que vous attendiez qu'ils réagissaient ou il y avait des places que tu disais, ah, je m'attendais pas à une réaction aussi forte à ce moment-là? Je pense à toutes les fois que nous, on lance un film, on est toujours, tu sais, nous, on sait, on aime le film, on a travaillé, fort dessus pour justement qu'on le rende meilleur, mais on a toujours un petit stress, là, la première fois que ça va sortir, justement, est-ce que les gens vont embarquer, où est-ce qu'ils vont embarquer, puis je dirais, Wake Up, ça a embarqué tout le long, on a vraiment été contents, même des moments où peut-être qu'on s'attendait moins que ça embarque, oui, il y en a eu, puis ça a bien marché, ça nous a vraiment surpris, là, ça nous a fait plaisir de voir. Ben, je comprends. C'est vraiment cool d'entendre ça. Hey, moi, j'ai Merci. une petite question, Anouk. Si on retourne en arrière, mettons qu'on est en 1996, c'est un vendredi soir, il faut que tu ramènes des films au club vidéo, tu t'en vas louer d'autres. Là. C'est quoi qu'un vendredi soir, tu t'en vas chercher dans un club vidéo? Un vendredi soir? Oui, oui, oui. Je suis pas mal sûre que c'est un film d'horreur que je vais aller chercher. Ça, c'était pas mal, c'est le go-to pour les locations de films, là. En T'étais-tu 96, ouais, c'est... t'étais-tu full nouveauté ou plus on s'en va dans les réguliers, on en prend 2, 3, 99 cents, puis... Ben, 7 films, 7 jours, 7, Oh! 7 et 99 chez Vidéo J à Saint-Eustache. Donc, c'est ça, c'est dans le sous-sol. Puis là, on regarde les pochettes, puis on a vraiment... puis on Stéphane, les écoute dans 7 jours. toi, Stéphane, Vidéo J, que tu parlais avec dans le sous-sol ou... Stéphane, je pense que c'est gelé. On va continuer sans Stéphane. Ou il y a juste moi qui est gelé? Non? Non, Non? non. OK. Ah, OK. Ouais, Stéphane. Ouais. Vidéo J, c'est ça ton le vidéo que tu parlais tout le temps? Bon, Stéphane est gelé. Donc, écoute, ben écoute, on arrivait Ah, ben anyways. ouais. On arrivait Les anyways. magies du montage avec Steve après ça, là, ce qu'il va faire, ça paraîtra. Non, non, pas encore. Moi, je touche à rien. Ça va avoir l'air de tout ça. On n'a pas de budget que le gérant a dit. Anyway. Écoute, Anouk, je te remercie d'avoir pris un peu de temps de venir faire un tour au Super Club Vidéo Gore. Tu es maintenant une membre officielle du Super Club. J'ai très hâte de voir Wake Up et We Are Zombies, qu'on va parler la semaine prochaine avec Frank, qui va être des nôtres. Donc, je te remercie. Merci pour l'invitation. Ça me fait très, très plaisir. Et tout le monde, après la pause, on s'en va rejoindre Christophe G et Steve de Revue qui nous ramènent en 1979 avec l'année de l'horreur. Le Super Club Vidéo Gore est fier d'être commandité par la brasserie Anorak Brewpub. Située au cœur de Morin Heights, la brasserie Anorak Brewpub vous offre une grande sélection de délicieuses bières élaborées sur place, ainsi qu'un menu varié succulent de style barbecue américain. Anorak Brewpub, c'est une équipe de gens passionnés qui vous reçoit avec le sourire, qui vous offre un service hors pair et des plats tout simplement délicieux. Réservez dès maintenant au brasserieanorak.ca. Steve, 1979, une année importante quand même, hein, dans l'horreur. Moi, évidemment, je n'étais pas né, fait que je me souviens pas trop du feeling de ce temps-là. Moi non plus. Mais il y a quand même eu, c'est une décennie, moi je trouve, comme je mentionnais en début de show tantôt, c'est pas, les gens n'en parlent pas beaucoup des années 70, comme ils en parlent des années 80, par exemple. Les années 80 ont beaucoup d'amour, c'est très public, mais j'ai très hâte de voir ce que Christophe et Steve vont nous parler dans l'année de l'horreur, 1979. Salut la gang du Super Club Vidéo Gore. 1979. En 1979, j'allais pas au club vidéo parce que j'avais 2 ans.
Mais grosse année pareil. Bon, on se rappelle qu'il y a eu le film When a Stranger Calls. Scream. Ils n'ont rien inventé avec le maniaque qui appelle au téléphone. Bon, en fait, c'était après Black Christmas, évidemment, mais When a Stranger Calls. Petit film stressant, quand même, pour l'époque. Mais c'est pas de ça que je veux parler. Je sais qu'il y a des fans de Amityville Horror dans la salle. Le premier, quand même, ça marchait. On se rappelle de La Maison. Parce qu'il y a tellement eu de mauvaises suites par la suite. Sinon, il y a aussi quand même un petit film de Werner Herzog, hein, avec Klaus Kinski, Nosferatu des Vampires, avec Isabelle Adjani. Mais non, c'est vraiment pas de ce film-là que je veux parler non plus. Parce qu'il y en a tellement, tu sais. Driller Killer, checkez la pochette, ça c'est le pire transfert ever, là, ce film-là, mais Driller Killer, film de Abel Ferreira, film culte, bien crade, film d'exploitation cheap, qui se passe à New York. Mais moi, je suis bien fan de Tobe Hooper. Tu sais, Salem's Lot, vous vous en rappelez, en 79, film tourné pour la télé, c'est un téléfilm, une mini-série en fait. Il y a eu plusieurs montages, mais quand même. C'était bien le fun. Cronenberg aussi, hein, nous a sorti The Brood. C'était un peu avant Scanners, mais The Brood quand même, avec une belle cassette d'Astral Vidéo. Évidemment, il y en a qui sont fans de Phantasm dans la salle. On se rappellera toujours des la fameuse boule qui vient driller la tête. Mais c'est pas ce film-là non plus que je veux parler, ni même Zombie, hein, ou Zombie 2 de Lucio Fulci, hein, signé par Charles Band, qui était là à Montréal à Fantasia. Non, moi, ce que je veux parler, c'est on le voit en arrière de moi, là, je suis beaucoup fan de Alien. Alien, c'est l'un des meilleurs films de terreur de tous les temps. Non, mais tu sais, c'est pas pour rien qu'on a fait plusieurs suites, évidemment. Mais tu sais, vous savez que ça a commencé avant ça, hein, Alien. Ça a commencé avec Jodorowsky's Dune, le film que Alejandro Jodorowsky, hein, cinéaste mexicain, si je ne m'abuse, qui n'a pas réussi à faire. Hein. Ça, c'est un excellent documentaire qu'il faut voir. Hein. Jodorowsky's Dune, c'est hallucinant parce que Ron Shusett et Dan O'Bannon, les scénaristes de Alien, Dan O'Bannon qui a réalisé Return of the Living Dead par la suite, ils s'en allaient faire ça, hein? Une espèce de trip, de débile Doom de Jodorowsky qui s'est jamais fait. Mais là-dessus, ils ont rencontré un artiste fantastique dont je voue un culte sans fin, Giger, Hans Rudi Giger, hein, je sais pas comment prononcer ça, c'est suisse. C'est l'un des artistes les plus talentueux que cette terre a porté, les plus tordus aussi, hein, parce que on s'entend que la créature de Alien, le xénomorphe, c'est vraiment une bébite weird. J'ai quelques bébelles ici, là, j'ai 2 bibliothèques pleines de ces cossins-là, parce que ce film-là, non seulement, la musique de Jerry Goldsmith, hein, qui avait fait Omen quelques années avant, c'est stressant. Ce film-là, hein, petit vidéodisque, très rare. J'aime beaucoup les vidéodisques, comme un format weird. Mais Alien, c'est une tempête parfaite. On a une actrice pas connue, pas en tout, Sigourney Weaver, qui porte le film. On ne s'attend pas que ce soit l'héroïne, hein, parce que traditionnellement, c'était des hommes, mais pour vrai, Walter Hill, qui était producteur à l'époque sur ce film, c'est lui qui a eu l'idée de pourquoi pas on pourrait prendre une femme pour jouer ce rôle-là. Je vais prendre encore un petit 30 secondes, même si mon temps est terminé. Mais là-dedans, la scène avec John Hurt qui a mal à l'estomac, hein, qui est en train de faire soit la pire crise d'appendicite ever, ou
Non, c'est pas ça qui se passe. C'est Chest Burster. C'est tellement fucked up ce film-là. Le mode de reproduction de ces créatures. Mais le premier film, il y a un alien seulement. Puis tout le long du film, on le voit très brièvement jusqu'à temps que. Je me rappelle plus c'est qui le premier qui se fait tuer à un moment donné dans la salle des machines. Mais pour vrai, là, c'est hallucinant. Si vous avez jamais vu Alien, si vous avez juste vu des suites, bon, on se rappelle que la deuxième suite, Aliens de James Cameron, vraiment cool, plein d'aliens, plein de Marines. Mais le premier, là, c'est un chef-d'œuvre. Ridley Scott, là, pour vrai, il nous a donné un des meilleurs films de science-fiction qui existent. Moi, c'est un de mes films préférés. Allez donc revoir, revisionner Alien. Salut toi, c'est pas parce qu'en 1979, ton père et ta mère étaient en train de sponsoriser la Colombie en écoutant du ABBA dans une Trans-Am avec un aigle sur le hood que je suis obligé de parler d'Alien. Parce que je pourrais vous en parler d'Alien, mais c'est trop facile. Tout le monde aime Alien, tout le monde connaît Alien. Et quand deux commis de club vidéo commencent à se la péter un peu trop avec leur goût de hipster du plateau Mont-Royal, j'ai envie de remettre les pendules à l'heure. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, de 1979, Zombie 2, l'enfer des zombies. Quand les morts reviennent à la vie, le monde entier tremble. Ça, Zombie 2, l'enfer des zombies, c'est un film qui parle de quoi? Excellente question. Déjà, c'est le film qui est sorti juste après Zombie 1 et juste avant Zombie 3. Zombie 3 est le plus connu du lot, un classique du genre. Et Zombie 2, à la surprise générale, j'imagine, est un film de zombies. Un film de zombies qui nous provient tout droit du pays de Claude Barzotti. Allez, je le reste, dans le verbe et dans le geste. À la recherche de son père, une femme, accompagnée d'un journaliste, se dirige vers une île des Caraïbes. J'ai peur, tu sais. J'ai peur que l'on ne puisse jamais quitter l'île. Et à travers leur incroyable péripétie, nous allons découvrir une panoplie de personnages tous plus profonds les uns que les autres. Un gars qui a un bateau, une fille qui nage toujours tout nu, un docteur qui a clairement besoin d'apprendre à contrôler sa rage. Toi, une espèce de fou qui s'imagine. Oh! Et sa femme qui se crèvera un œil. Mais si vous croyez qu'il y a uniquement des personnages incroyables dans ce film-là, vous vous trompez. Parce qu'il y a également énormément de zombies, et il y a même un zombie qui mange un requin. Ensuite, il y a du vaudou. Et ça, le vaudou, quand tu mets ça dans un film, là, c'est absolument pas parce que t'es à court d'idées pour justifier quelque chose. Non, c'est parce que le vaudou, en 79, ça faisait peur à tout le monde. Légende de vaudou et de zombies. Ma femme en était terrorisée. Zombie 2 fait partie de ce genre de film-là italien de zombies. Pour moi, un genre presque en soi, les films italiens de zombies. Tout le monde sait que les films de zombies sont un sous-genre de l'horreur. Si vous n'êtes pas fan des films de zombies, vous aimerez pas Zombie 2. Mais si vous êtes fan de zombies, je vous conseille Zombie 2, parce que ça fait partie des standards du genre. Plusieurs principes qu'on voit dans ce film-là sont toujours utilisés aujourd'hui. Après, oui, il y a du papier mâché un peu partout. Et oui, il y a des vers de terre très souvent dans la face des zombies. Et si vous passez par-dessus les trucs de vaudou, ou que vous choisissez d'embrasser le vaudou et de dire c'est une excellente idée qu'ils aient choisi le vaudou, vous allez passer un très bon moment à regarder des gens tuer des zombies et se faire tuer par des zombies. Et c'est ça, la magie du cinéma. Merci au Super Club Vidéo Gore de m'offrir l'opportunité de parler d'un film que tout le monde a oublié. Parce que parler de films que personne connaît, c'est clairement un gage de reconnaissance et de succès. Vraiment, hipster. Non, mais qu'est-ce qui est très drôle? Je suis né en 1980. Donc, mon père et ma mère ont fait l'acte en 79. Oh, merci. Ma mère était la propriétaire d'une Trans-Am bleue avec un aigle. OK. Fait que Steve... Ouais, il était direct. Toutes les références de culture populaire étaient là. Hein? Zombie 2,
a été loué par un client du Super Club Vidéo Gore. Incroyablement, par contre, on a le 3, 4, 5. Ouais, 3, 4, 5 dans un pack. Même 6? Y a-tu le 6 là-dedans? Ah, non, c'est 3, 4 et 5. Zombie 3, Zombie 4, After Death, puis Zombie 5, The Killing of Birds. Ça doit être effrayant comment que c'est mauvais. D'ailleurs, le client a seulement loué le 2. Il y a une scène sur un bateau, si je ne m'abuse, quand il arrive en bordure de ville, qui est papier mâché, comme Steve l'a bien dit. Puis Christophe, qui a parlé des films de 1979, comme Phantasm, Amityville, bien entendu, mais Alien. Steve a raison, tout le monde connaît, tout le monde aime Alien, mais c'est quand même le meilleur film de Ridley Scott, à mon avis. C'est discutable, mais Alien, c'est un film parfait, à tout point. Oui, puis il y a d'autres films en 79, là. On parle des films canadiens comme The Brood, Tourist Trap, ça, je pense pas que c'est canadien, par exemple. Je connais pas. Et je me suis fait réprimander comme on the side de jamais avoir vu Salem Lutz, on en a parlé dans le passé. Salem Lutz a été fait en 79. Il y a Nosferatu aussi, le dernier remake. Il y en a tellement eu de remakes, Steve, c'est bien dur à suivre tout ça. Hein? Oui, et Prophétie. Oui, absolument. Puis When a Stranger Calls aussi. Il faut le dire, tu sais, je l'ai mentionné tantôt, c'est une décennie qui n'a pas tant d'amour. Puis comme Steve a dit de revue, c'est exactement ça. Les films dont tout le monde a oublié, bien nous, on est ici pour vous rappeler qu'ils existent. Puis c'est à ça que ça sert, un club vidéo. Hein? Le choix du staff puis les recommandations. Tu vois, les When a Stranger Calls sont tous là puis sont disponibles. Le deuxième, le remake. Là, un tueur sur la ligne. Ça a l'air d'une fausse suite poche que j'ai fait commander pour le Super Club Vidéotron. Ou une mauvaise traduction. Entièrement possible. J'ai dit quoi, moi? J'ai dit Super Club. J'ai dit le dernier mot qu'il fallait pas dire. T'as-tu dit tronc? Oui, un étron. C'est ça, parce que t'as envie d'aller à la salle de bain. Il parlait pas du compétiteur. Là. Il a juste une grosse journée puis il a mangé lourd pour déjeuner. Chers clients du Super Club Vidéo Gore, vous pouvez maintenant vous procurer le tout nouveau Blu-ray de la première saison de l'émission Sur la route de l'horreur. Rejoignez-les pour des voyages mémorables sur les lieux de tournage de films emblématiques, en plus de visiter des conventions d'horreur extraordinaires, tout en vous offrant des entrevues exclusives avec les légendes de l'industrie. La première saison de Sur la route de l'horreur, c'est 12 épisodes taillés sur mesure par des fans d'horreur pour les fans d'horreur. Rendez-vous au surlaroutedel'horreur.com pour plus d'informations. Alors, mon Stéphane, après Hellraiser, après Howling, je suis embarqué dans les Mimiques. Chanceux, va. Le premier était très bien, je t'en ai parlé la semaine dernière. C'est un Del Toro, très bon film. Le 2 puis le 3, par exemple, ça se complique un petit peu. C'est pas étonnant. Silence sur le plateau. À 3, 2, 1, et action! Donc, Mimic 2 et 3, tu t'en rappelles, on a acheté ce beau coffret-là, on était ensemble au New Jersey. Ouais, j'étais assez rébarbatif quand j'ai vu que Steve avait acheté ça. J'ai ri de lui, je l'ai insulté publiquement. Mais c'est quasiment le seul film que tu as trouvé à Jersey, au New Jersey Horror Con. C'est décevant, ça. Incroyablement décevant. Côté film, on a eu beaucoup de fun à la convention, par contre. Notre gérant était en vacances, ça paraissait, était pas mal moins stressé. Là, attends, arrête de parler parce que j'ai juste un certain nombre de temps pour parler de 2 films. Je vais commencer par Mimic 2. Fait en 2001. Écoute, ce film-là commence avec un générique, on dirait, de jeux vidéo, tu sais, des débuts des années 2000, fin années 90. Bien parti. Un peu cheap, puis pas débile, le kit. Ça met en vedette, là, je vais avoir la misère avec son nom, parce que j'ai toujours la misère avec les noms, Alexis Koromzai. Koromzai, ça se peut-tu? Je sais pas, man. Demande pas si ça se peut-tu. Oui, c'est lui, c'est Koromzai, le bon vieux Alexis. Pour moi, c'est une femme. Ouf! Elle a joué dans Children of the Corn 666 aussi. Ah, là, j'ai beaucoup de in pour Children of the Corn. Il va falloir que je regarde ça dans mes films en série. En tout cas, et en bout de ligne... Ah, excusez. En bout de ligne, je me suis rendu compte, c'est un personnage qui revient du premier film. Fait, dans le fond, c'est l'ami de Mira Sorvino dans le premier film. Ah, Mira Sorvino. Excusez, là, j'ai pas le choix de l'interrompre. Va. Effectivement. Et j'ai pas trop compris combien de temps qui s'était passé entre le premier et le deuxième film. Il a fallu que j'aille lire, c'est 4 ans plus tard. Elle, c'est une professeure d'école maintenant.
Elle enseigne à des jeunes, et là, il y a un genre d'ado qui a l'air d'avoir la moitié de son âge, qui l'attend tout le temps dehors, puis ce qu'il veut la cruiser, tout le kit, nanana. Ils ont vraiment voulu faire une copie du premier film. Un mimique, dans le fond. C'est exactement ça. Il y a une scène exactement pareille où est-ce qu'il y a un cadavre qui se fait tirer au travers d'un trou. C'est pas bon. Puis, tu sais... Pour que toi, tu dises c'est pas bon. C'est pour ça que j'ai enlevé son crayon en passant. C'est pas parce qu'il le brandissait, j'avais peur qu'il me le recommande, mais là, il a dit que c'était pas bon. Merci beaucoup. Je passe vite, là, mais tu sais, quand on regarde un film, quand les gens tournent des films, il y a souvent plusieurs fins. Ils vont tourner plusieurs fins. Mm-hmm. On penserait à Nightmare on Elm Street, le premier, bien entendu. Hein? Et là, alors, je sais pas si c'est une erreur de copie, mais ils ont mis les comme 5 dernières fins dans le film. Ça finit plus, là. Les fins s'enchaînent, quoi? Oui, on dirait que tout le temps, ça finit. Ça recommence. C'est des petites scènes d'environ comme 2 minutes dans l'école, à l'hôpital, dans l'appartement. Voyons. Écoute, je vous les montre rapidement, là. C'est juste ça. Mimic 3, on va passer là-dessus assez vite. Mimic Sentinelle, ça commence avec le meurtre d'un kid. Ah. C'est comme, ok, c'est pas pire. Thématique au Super Club Video Gore, là, c'est le deuxième film qui fait ça. Et ils ont changé complètement la formule. En fait, ils ont fait un genre de Ray Window, où est-ce que c'est un gars que tu te rends compte que c'est un des enfants rescapés du premier film. Tu sais, il était tout malade au premier film. Tu l'as pas vu, tu sais pas. Au début du premier film, ils sont tous malades. C'est un enfant rescapé qui a plein de problèmes. Tu sais, il reste dans sa chambre avec des plastiques partout et il veut pas, tu sais, la cigarette, le parfum. Il y a une super voisine, super cute en face qui vient le voir puis il est comme « Ah, t'as fumé! Tu portes du parfum, va-t'en! » En tout cas, il fait juste prendre des photos. Et là, il commence à voir des affaires bizarres en prenant des photos. Et c'est ça, en fait. Tu sais pas trop pourquoi. Il continue pas vraiment la continuité, l'histoire des premiers films. C'est pas... C'est mieux que le 2, par contre? Non. Ah, wow! Le 2 est préférable. Il y a un policier avec aucune crédibilité. Il a juste l'air d'un gros cochon psychopathe qui est pas là. Il veut juste comme coucher avec sa mère. Et il y a Lance Henriksen qui débarque out of nowhere. Il débarque à chaque semaine au Super Club Video Gore, on dirait. C'est fou, puis autant qu'il a joué dans des classiques, qu'il a joué dans des films très moyens et poches, là, il fait comme... Il est comme le garbage man, il l'appelle le garbage man, puis tu te rends compte qu'il a écrit un livre qui a rapport avec les enfants, et là, il fait une transaction louche. Tu vois, là, tu m'écoutes, tu te dis, de quoi qu'il parle? Je t'écoute pas, en fait. Je te regarde, mais je t'écoute pas. Et là, à un moment donné, et Lance Henriksen, là, il se fout du monde, il se calisse du monde, il sacrifie une fille, il met la mère du gars en feu. Il tire sur une autre femme. Un vrai gars de Saint-Jérôme, finalement. C'est la fin du monde. Écoute, et je te parlais de la fin de l'autre. Et là, la fin de ce film-là... Ça peut pas être pire, là. Écoute, la fin de ce film-là est d'une nullité que j'ai rarement vue. Je vous montre la fin. Oh non! C'était la fin. OK, ben là, je vais être certain de ne pas regarder ça. Merci quand même. Mais justement, qu'est-ce que t'as regardé, toi? Hey, toi, regarde-moi ça. Steve, on commence le mois de Noël, hein? Le mois de Noël en horreur quand même. Je l'ai dit d'entrée de jeu tantôt, le mois de décembre, en général, ça me gosse. Il commence à faire fret, tout est mort dehors. Il fait noir à 2h30, à sec l'après-midi. Puis, je suis pas un grand fan de films de Noël en général. T'sais, oui, on s'entend qu'on a tous nos classiques. On a Home Alone, on a Gremlins, que je peux compter comme un film de Noël parce que ça se passe l'hiver. Puis Die Hard, qui est un film de Noël, on le sait, tout le monde. Ça, c'est plus un hot take, hein? On s'entend, c'est presque accepté là, globalement que Die Hard est un film de Noël. Yippee-ki-yay, pauvre con.
Là, Steve, en 2022, dans le cadre de notre ancien show, Le Chevalier du Démon du Midi, paix à son âme, hein, on s'ennuie de toi parfois, il m'avait fait le cadeau du film Violent Night, un film de 2022 avec David Harbour, avec John Leguizamo, que j'étais très content de voir, Luigi dans le premier Super Mario au cinéma. Moi, c'est de là que je l'ai reconnu. Hein. Beverly D'Angelo qui jouait la mère dans American History X, dans une performance digne des Oscars. Et, je dois le nommer parce que je pense que pas grand monde l'ont reconnu, Brendan Fletcher. Brendan Fletcher qui jouait Mark dans Freddy vs. Jason. C'est l'histoire, en fait, c'est une invasion de domicile. Donc, j'imagine que ce film-là a été vu par la plupart des clients là, du Super Club Vidéo Gore, vu le release date là, d'un an. C'est un film qui a été très populaire puis qui a eu un gros succès, incroyablement. David Harbour joue le Père Noël, un Père Noël désaffecté qui est complètement écœuré de faire sa job, puis il se saoule, ça ouvre, c'est l'achat d'ouverture, il est dans un bar, puis il est en train de prendre un verre avec d'autres gens qui sont déguisés en Père Noël, mais on se rend compte que lui, c'est le vrai. Puis la raison pourquoi il est comme désabusé puis un petit peu déprimé, c'est que les gens ne croient plus en lui. C'est quand même... Ça, c'est une thématique qui revient dans beaucoup de films de Noël. La magie de Noël disparaît, puis à la fin, elle revient, puis elle unit les gens. Mais là, attends, on parle de magie de Noël, mais là, on est en décembre, il va falloir commencer à décorer. Tranquillement, je ne suis pas pressé, mais oui, il va falloir qu'on commence à faire ça. Et le Père Noël se rend à une maison, la maison de Beverly D'Angelo, qui joue Gertrude, qui est une femme extrêmement riche, qui reçoit sa famille pour Noël. On est là, premièrement, on est exposé pendant très longtemps, OK, à un cast détestable à 100%. Il n'y a aucun personnage que j'ai envie qui gagne dans cette famille-là. Premièrement, Beverly D'Angelo, elle a tellement de botox, elle a l'air d'une chandelle, OK? C'est effrayant. Elle a de la misère à bouger sa face. Puis déjà là, je décroche bien raide. Pourquoi vous faites ça? Je pense que Hollywood est cruel avec les femmes, Steve, honnêtement. Je pense que c'est ça la raison. Puis que... Mais pourtant, tu sais, Sally Field, Jamie Lee Curtis, ils vieillissent très bien, ces femmes-là. En tout cas, Beverly D'Angelo, elle, est comme au centre de l'histoire parce qu'elle est complètement remplie, loadée de cash. Ils ont un manoir extraordinaire au milieu de nulle part. Et c'est une invasion terroriste dans le manoir pour aller vider le coffre-fort. OK? Donc, ce film-là, c'est comme une grosse orgie. OK? Attendez, j'ai pas fini ma phrase. Entre Die Hard 2, Home Alone et Santa's Slay, avec Bill Goldberg. Parce que le Père Noël est en tabarnak et il crisse une volée à du monde et il y a du gore. Donc, la référence Santa's Slay, elle arrête là. Hein? Santa's Slay, tu m'as recommandé ça l'année passée. Ceux qui n'ont pas vu Santa's Slay, c'est un bijou. Il y a quand même un peu de Die Hard 1 parce qu'ils veulent voler un coffre. Ah, effectivement. Et John Leguizamo serait le Hans Gruber de Violent Night. Puis justement, John Leguizamo, il est excellent. Son nom de personnage, c'est Scrooge. Ils ont tous des noms en référence avec la mythologie de Noël, on s'entend. Je trouve que le feeling de Noël, la magie de Noël est présente. Okay? On le ressent. J'ai vraiment pas aimé le personnage de la petite fille. La petite fille qui croit au Père Noël et qui croit encore à la magie. Je me rappelle la petite fille, j'essaie de voir pourquoi t'as pas aimé son personnage. Je trouve qu'elle est forcée. Merry Christmas, Daddy, you filthy animal. C'est Leah Brady. Le nom de son personnage que moi j'ai nommé, c'est OK, ben je me souviens pas de son nom. Mais Leah Brady, ta gueule, sérieusement, arrête de pleurnicher puis de... Elle n'est pas allée me chercher, OK? Ça fonctionnait pas, je trouve qu'elle transmettait mal ses émotions à l'écran. Puis pour moi, elle, tu sais, oui, c'était un catalyseur, si on veut, à la raison du pourquoi que le film se passe, puis pourquoi le Père Noël garde espoir dans tout ça. Mais elle réussit pas, je trouve qu'elle livre très mal sa performance. Ce qui est génial dans ce film-là, donc c'est un huis clos, ils sont pris dans le manoir, et le Père Noël commence à crisser une volée à tous les mercenaires dans la place. D'une façon majestueuse. C'est vraiment créatif, puis c'est le fun aussi parce que il se fait vraiment sacrer une volée à plusieurs instances. Puis il est vieux, il est fatigué. On apprend d'ailleurs, ça je trouve que c'était inutile. Ils ont rajouté un peu le backstory du Père Noël. On retourne dans le passé, puis on voit que c'est un genre de viking avec un genre de mace. Puis... Mais ça montre pourquoi il est capable de kicker des culs.
je suis d'accord avec ça, OK? C'est juste qu'ils disent qu'il y a au-dessus de 1000 ans. Ceci dit, donc il est éternel, il est invincible, mais il est très vulnérable dans le film. T'sais, il se fait sacrer une volée là, par des gars qui ne devraient pas être capables de sacrer une volée en principe. Il y a un combat, OK, entre le Père Noël et un mercenaire dans le pool room. Tu t'en souviens-tu, Steve? Le Père Noël remplit un sac de balles de poudre à un moment donné, puis il se met à varger sur le mercenaire. Et la mort du mercenaire, OK, c'est une étoile de Noël dans l'œil. Le cri de l'acteur du mercenaire était tellement convaincant, j'ai ri très fort. Puis ça avait l'air fucking violent, là. C'était brutal, tu te souviens de ça? Oui, mais je pense à ça. Est-ce que ça a un lien, tu penses, avec le glaçon dans Die Hard 2 dans l'œil? C'est certain, c'est certain. Il y a beaucoup de throwbacks. Puis ce film-là ne se cache pas. C'est pas du plagiat, c'est pas une copie, c'est une lettre d'amour, OK? Il y a une façon de faire des références aux vieux films sans les copier. Puis je trouve que Violent Night a réussi ça avec brio. Il y a même une scène qui fait hommage à Rambo 2, man. OK? Où ça? Le Père Noël se fait blesser près, là, je vous dirais, là, de la hanche, là, ou près de l'estomac. Je connais beaucoup de mon anatomie physique. Sur le corps. Le pied droit. Le pied à côté du genou, proche des poumons. OK? Il se fait couper, puis il se cautérise lui-même avec un couteau brûlant, puis il tombe sur le dos de douleur. C'est quasiment un shot pour shot de Rambo 2. Fait qu'évidemment, c'est près de mon cœur. Rambo 2, j'ai adoré ce film-là. Quoi d'autre? Évidemment, les références à Home Alone, ben, c'est qui fait les pièges. Puis, il y en a un en particulier qui essaie de monter dans le grenier. OK? On va dire un des terroristes, parce que c'est des terroristes qui attaquent la maison. Il perd pied dans l'échelle. Puis, on se rappelle dans Home Alone, c'est Marv qui met le pied dans le clou dans les marches. Une des scènes qui m'a fait pisser dans mes culottes quand j'étais jeune, puis qui me fait encore rire aujourd'hui. Mais là-dedans, au lieu d'être dans le pied, c'est en dessous du menton, à travers la gueule, jusque dans le palais. Puis après ça, ce personnage-là tombe de l'échelle, dos sur un genre de lit de clous. C'était incroyable, même. Puis tu sais, c'était over the top, là, vraiment beaucoup. Une des personnages, une des terroristes, reçoit une boule de bowling dans le vagin. Encore là, très dur à regarder. Je peux imaginer la douleur extrême que ça ferait à quelqu'un si ça arrivait pour vrai. Aussi, une dernière affaire, Steve, là, dans les petites notes là, de référence, la phrase « Christmas dies tonight », qui est un jab direct à Halloween Kills. Evil dies tonight. Oh, t'as pas pogné cette référence-là, n'est-ce pas? Moi, j'étais vraiment content. Pas du tout. Christmas dies tonight, qui est une référence à Evil dies tonight, que tout le monde a ridiculisé dans le film de Joseph Gordon-Green. Donc ça, c'était parfait, encore une fois, parce que c'était juste glissé, tu vois, c'était assez subtil pour que Steve le remarque pas. Puis c'est bon, ça, by the way. Faut pas que ça soit trop dans ta face, tu sais. Je te dirais, Steve, que c'est une belle surprise. Je m'attendais à de la merde en purée, OK? Vraiment du caca en spray. Tu sais, quand tu manges quelque chose de passé date, là, puis pourtant, non. C'est exact, parce que j'aime pas les films de Noël. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là? Non, mais attends, là, je t'ai vanté ce film-là l'année passée. Ah oui, ça c'est une référence. Steve, il m'a vanté un film, ça doit être bon, hein? Mais ça l'était. Je te le donne. Je te le donne. Fait que merci, c'est un beau pré-cadeau de Noël. Tu vois, tout le long de ta chronique, j'avais le sourire d'en face. Et quand j'ai été voir ce film-là avec Danny puis Guillaume, on a eu le sourire d'en face tout le long quand il sort les patins. Écoute, j'ai adoré. J'ai pas réécouté. Je dois le réécouter pour Noël cette année. Les bémols que je donne au film, je les ai nommés rapidement tantôt. 20 minutes de trop. Un petit peu trop d'exposition sur des personnages qu'on n'aime pas vraiment. Puis la fin est pas très bonne. La fin est pas très bonne. Où est-ce que le Père Noël est mort, puis il se fait ramener à la vie parce que les gens y croient. Je trouve que ça a été mal exécuté. Puis après ça, il quitte avec ses reindeers, ses reines. C'est ça en français? Ouais. Les reines. Il quitte avec ses reines. Puis là, la famille encore ne croyait pas que c'était le Père Noël. Donc là, ils ont la preuve. Et ça finit avec une shot des reines. Il y aurait eu une belle occasion de montrer la réaction des adultes, puis je trouve qu'ils ont loupé là-dessus. Donc, pour tous ces bons commentaires, mon Stéphane, combien de yeux allons-nous rajouter au bas de l'écran à Violet Night? Ça mérite 4 yeux sur 5. Vraiment, là, je suis très content de mon écoute. Merci, Steve. Après la pause, j'ai aucune idée, on s'en va voir quoi. On va s'amuser.
Chers clients du Super Club Vidéo Gore, si vous êtes passionné par l'horreur comme vos deux commis préférés, la chaîne YouTube Horreur FM est faite pour vous. Rejoignez l'animateur Daniel Leblanc pour ses critiques approfondies de films d'horreur de tout genre. Il parlera des films d'horreur les plus obscurs sans négliger les plus récentes sorties de notre genre cinématographique préféré. Vous aimez les top 10, les thématiques saisonnières, les critiques des pires navets de l'horreur et même les analyses des sacs de chips ou des ramen trop piquants? Abonnez-vous à Horreur FM dès maintenant. À la prochaine, les tripeurs! Steve, finalement, depuis le temps que tu m'en parles, ça fait longtemps que tu as hâte que je parle de lutte. Puis là, c'est le temps. On va parler de lutte parce qu'on a des clients au Super Club Vidéo Gore qui trippent sur la lutte, mais là, c'est moi cette semaine qui va vous en parler. Puis qui... Stéphane? Jonathan? Tu voulais parler de lutte? Ouais, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, l'autre jour, tu as parlé de WrestleMania 5, Ouais. au premier chiffre du Super Club Vidéo Gore. Ouais. Puis t'as pas développé pantoute. Là, moi, je suis venu louer ça. Je suis Ouais. tombé sur votre gérant, bon gars. WrestleMania 5, le show le plus important de l'histoire de la lutte. Toi, on te demande qu'est-ce que tu faisais en 1989. Tu dis j'écoutais WrestleMania 5. That's it. T'en parles pas. Ouais, mais non, c'est parce que c'était pas ça le sujet, Jo. Je veux dire, oui, c'était important. Là. Je veux dire, excuse-moi, j'espère que je t'ai pas insulté. mais- WrestleMania 5, Stéphane, là, c'est le show le plus important de l'histoire de la lutte, pour moi. Gros statement quand même. là. C'est l'apogée, c'est le Golden Age. On parle souvent du Golden Age comme étant le milieu des années 80, fin des années 80. WrestleMania 5, c'est 2 ans de build-up. À WrestleMania 3, devant 92 000 personnes, t'as Hulk Hogan contre Andre the Giant. Biggest stage. Macho Man Randy Savage en demi-finale contre Ricky the Dragon Steamboat. Un des meilleurs matchs de l'histoire de la tous lutte. les temps. Ouais, ouais. Puis à partir de là, dans ce temps-là, Macho Man, c'était un heel, c'était un méchant. Mais il était avec un manager, Elizabeth, que tout le monde aimait. C'était une drôle de dynamique quand même. Puis, il a volé le stage à Hulk Hogan, même si c'est Hulk Hogan, Andre the Giant qui reste dans l'imaginaire collectif. Pour les fans de lutte, Ricky Steamboat contre Macho Man, c'était le match. Puis après ça, il a commencé à avoir un petit changement dans l'attitude du Macho Man qui est devenu de plus en plus aimé par les fans. Les gens reconnaissaient qu'il était excellent, en fait. C'est tough d'haïr un gars de même. Quel athlète, quand même. Exactement. Puis là, il y a comme des liens qui se sont formés avec Hulk Hogan. Quelques mois plus tard, Honky Tonk Man qui vient pour smasher sa guitare sur la tête du Macho Man et Elizabeth qui va chercher Hulk Hogan. Hulk Hogan qui vient aider Macho Man. Puis c'était le début des Mega Powers. Peut-être le tag team le plus puissant de l'histoire de la Il lutte. portait bien son nom, ce tag team-là, Joe. Puis c'était quand même... Est-ce que Hogan, tu penses qu'il a profité de la popularité accrue de Macho Man pour se mettre au top en même temps? C'est le style à Hogan, ça. quand Hogan, même. il profite de tout ce qui passe. Macho Man a quand même profité des Mega Powers aussi. Mais par la suite, tu as eu le rematch de Andre the Giant, Ted DiBiase qui finance le championnat de André pour y acheter la ceinture par la suite. Et puis là, le titre est déclaré vacant parce que c'est pas légal de faire ça. Mais non, c'est pas correct, là. Ça mène à WrestleMania 4. À chier. Ouais, Ah, au- que c'était poche, au WrestleMania Trump 4. Plaza, Ouais. un an avant WrestleMania 5. C'était pas bon, mais il y a eu le grudge match Andre the Giant contre Hulk Hogan. Tout le monde pensait qu'Hulk Hogan était pour gagner le tournoi, mais double disqualification, ce qui permet à Macho Man d'aller en finale, gagner contre le Million Dollar Man Ted DiBiase. Et puis, à ce moment-là, tu as Hulk Hogan qui sort et qui endosse le championnat de Macho Man. Mais c'était le début. C'était la continuité des Mega Powers, mais là, il y a quelque chose. Là, Hulk Hogan, il n'a plus le titre. C'est Macho Man qui l'a.
Puis il commence à avoir un peu de jalousie qui se profile à l'horizon. Ouais. Ça, SummerSlam, les Mega Bucks contre les Mega Powers. Par la suite, les Twin Towers contre les Mega Powers. Puis là, il commence à avoir du sable dans l'engrenage, de la jalousie. Elisabeth qui soigne Hulk Hogan après une raclée pendant que Macho Man continue dans le combat. Macho Man aime pas ça. Non. Hey, écoute, si je peux le citer, il dit « Hulk Hogan, you were looking at Elizabeth with lust in your eye. Macho Man. Faut que j'arrête de faire ça. Non, il était pas content. Non. Puis là, par la suite, ça va mener au rematch contre les Twin Towers. Puis là, Elisabeth qui se fait knocker. Hulk Hogan qui vient la sauver. Laisse Macho Man tout seul. Macho Man dans tous ses états. Ça mène à WrestleMania 5. WrestleMania 5, c'est 14 combats. C'est beaucoup trop, 14 combats. Un seul qui dure plus de 10 minutes. Il aurait pu faire moins de combats, des meilleurs combats. C'est pas l'âge d'or des bons combats. Il y a beaucoup de mauvais combats. Il y a les Twin Towers contre les Rockers, une des plus grosses clotheslines de l'histoire de la lutte. Hallucinant. C'est même impressionnant que Shawn Michaels soit encore vivant après ça. Avec Hakeem, The Dream. C'est l'apogée de bien des choses dans la lutte. Les tag teams, les managers, Bobby the Brain Heenan qui est all over the place. Je pense qu'il y a 6 matchs dans cette carte. Puis le combat peut-être avec le plus de heat, juste avant le main event, contre le Red Rooster, combat qui dure quelques secondes. Tordant par contre. Tordant, Slick comme manager, t'as Frenchie Martin, t'as Elisabeth, t'as Virgil, t'as Jimmy Hart avec les Fabulous Rougeaux. 6 Québécois sur la carte, les Rougeaux, Ronnie Garvin, Dino Bravo, Rick Martel avec Strike Force, qui va se séparer dans un combat quand même important dans l'histoire des tag teams contre les Brainbusters, les futurs champions contre les anciens champions. Toute une carte quand même. Mais le main event de ce show-là, selon moi, c'est le meilleur match de lutte de Hulk Hogan à la WWF. On peut pas assez le dire. Hogan, il est sous-évalué comme lutteur. Il était capable de livrer des bons combats. On s'entend que tu peux juste être aussi bon que ton adversaire à la lutte. Macho Man, il a réussi à l'élever. 2 ans de build-up, c'est l'apogée, c'est la carte la plus importante. Par la suite, ça va être le déclin de Hulkamania dans les années futures. Ultimate Warrior qui va le battre. Ça va perdre un peu de son lustre. Mais à ce moment-là, Hulk Hogan est à son prime. That's it. Merci d'être passé, Joe. Faudrait que tu t'en ailles, par exemple, parce qu'on travaille. Fait que je suis content que tu sois passé. Là, à cause de vous autres, j'ai été obligé de quitter la présentation 3D de Jeepers Creepers Reborn en IMAX. Pour vous dire comment faire votre travail. Pas mon travail, là. Non. Moi, mon travail il est fait, puis il est bien fait en plus. Non, je suis ici pour vous montrer comment bien performer, comment apprendre. Mais j'ai pas beaucoup d'espoir. Mais, let's go le répondeur! Hey, on bosse là. Où c'était, oui? Je suis parti, je me sentais de trop comme dans un trip à trop. T'étais le third wheel. On va prendre des messages au moins. Bon, quand j'ai vu le nom de votre club vidéo, en tant qu'amateur hardcore de gore, je suis entré direct. Il est où le gore? Même les titres dans votre section choix du staff, c'est du n'importe quoi. Ils sont pas à la hauteur, vraiment déçus. Bonne continuation quand même. De quel gore qui pense qu'on parle, ce client-là? Il a comme pas catché, on est situé dans la magnifique région des Laurentides, dans la ville de Gore. Ben oui, le canton de Gore, le lac Beetle, c'est extraordinaire tout ça. Là. Oui, où est-ce que tu peux aller sur l'eau, faire du bateau, puis passer du bon temps en famille? Come on, là, wake up. Retour de la semaine, mon Steve. Yes, va me chercher ça, mon Steve. Ça revient difficile, hein? Bon, excusez mon vieux dos, il craque comme une vieille porte. Qu'est-ce qu'on a cette semaine, Steve? On a Creepazoids. Est-ce que c'est le seul bon film de David Decotto, ça? Oh, il a fait plusieurs bons films, mais Creepazoids, c'est vraiment excellent. Ouais. Sérieusement, il y a plein de bonnes choses dans ce film-là. Et je le recommande à tout le monde. Je crois qu'on l'a en double. Je pense qu'on a la version DVD en plus ici quelque part. Ben tant mieux. Ça fait plus de choix pour nos clients. Ouais, puis ouais, écoutez, si David Decotto a fait un bon film, apparemment que ce serait celui-là. Quoi d'autre? Pochette drabe et plate. Ah ben oui. Ben oui. Mais le titre est extraordinaire. Par contre, ça a le tout d'un film des années 80, encore une fois. On n'a pas seulement des films au Super Club Vidéo Gore, on a aussi des documentaires. To Hell and Back, qui est le documentaire sur la vie et la carrière de Kane Hodder.
As-tu vu To Hell and Back? Non, j'ai pas vu. J'ai vu Crystal Lake Memories, par contre, qui est dans le fond... Quoi? Ah, mais ça, tu peux l'écrire. T'en as profité durant que j'étais pas là, en plus de me tasser, pour aider mon calepin. Je t'ai pas tassé. Steve, je parlais de lutte. Il n'y a pas de tassage là-dedans. Là. On est juste deux commis, puis on va toujours être juste deux commis, OK? Fait que parle-moi de Hell and Back un peu. OK. Je suis un... tout le monde sait, j'adore les documentaires. J'ai fait des documentaires. Il y a quelque chose qui est très important pour moi quand je regarde des documentaires, c'est le rythme du documentaire. Regardez un documentaire, puis c'est juste de l'information pendant comme 90 minutes, du blablabla, ça m'emmerde. Parce qu'à un moment donné, tu perds, tu comprends plus qu'est-ce que le monde dit. Et un des bons exemples, c'est les documentaires sur le gros coffret des Hellraiser. Bon, tu ne vas pas comprendre parce que c'est Hellraiser. Mais, et ça ne fait que parler. T'es comme, To Hell and Back, c'est un des meilleurs documentaires que j'ai vu dans ces dernières années. Gros statement, là. Et l'histoire de Kane Hodder est incroyable. Sérieusement, Stéphane, tu dois regarder ce documentaire-là. Et les gens à la maison, vous devez, les clients à la maison, Hey, come on! vous devez regarder ce documentaire-là. Si vous êtes un fan de Kane, un fan d'horreur, de sa vie, c'est wow. Ouais, c'est un acteur très important dans le paysage de l'horreur, là, surtout 80-90. Ça a été, selon moi, le meilleur Jason. Ben encore là, il y avait un style différent, il était beaucoup plus intense. Il y a une chose de Kane Hodder que j'aimais moins, puis c'est vraiment un détail, là, mais je dois le mentionner quand même. Il respirait beaucoup avec sa poitrine comme ça. Je trouve qu'il était un petit peu trop théâtral dans sa performance. Son physique, par contre, puis son body language pendant ses kills était impeccable. Rien à redire. Puis c'est le Jason que tout le monde se rappelle. Moi, je m'excuse. J'ai pas d'autres noms. Richard Rooker. Ouais, C.J. Graham. OK. Tu vois, il y en a une couple C.J. Graham dans le 6 que j'adore d'ailleurs. Ouf, quelque chose que j'adore pas, par exemple. The Happening. C'est avec Mark Wahlberg. C'est un échec lamentable. C'est un film de M. Night Shyamalan. Où est-ce que il y a une scène dans ce film-là, Steve, que les personnages se sauvent du vent. Ils se sauvent du vent. Comment tu fais pour gagner cette course-là? Mais comment? Moi, j'ai quasiment fait la même course, mais je me sauvais du film. Quand je l'ai vu, je voulais quitter la salle. M. Night Shyamalan, là, selon le type de café qu'il boit le matin, on dirait qu'il y a des genres d'idées psychotiques, puis ça, c'était vraiment pas une bonne affaire. Désolé, cher client. Le problème, c'est qu'il est victime de son succès. Parce que il nous a tellement habitués à avoir des fins incroyables qu'à un moment donné, il bâtit tous ses films juste avec ça, puis ça devient comme... Tu sais qu'il y a un punch, fait quand tu sais qu'il y a un punch, ben des fois, il n'y a plus de punch. Hey, mon Stéphane, c'est ça qui conclut notre premier épisode. Exact. Fatigué. Premier épisode du mois de décembre. Dans le mois, on s'entend, il n'y a aucun show YouTube, il n'y a aucun podcaster qui fait des mois thématiques Noël d'horreur. Ça n'existe pas. Je pense qu'on est les premiers de l'histoire d'Internet à faire une thématique d'horreur Noël, right? Oui, Stéphane! Exact! Mais merci d'être là encore une fois. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Il faut que je lâche cette style marde-là parce que je me salis. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur YouTube, bien entendu. C'est là que la plupart des gens nous regardent et nous visitent. On est maintenant sur TikTok. Je suis désolé d'avoir fait ça, mais on est là. Merci d'être là, comme à chaque semaine, puis à très bientôt.